Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui, pour la 9e séance du séminaire Penser la pandémie, Virginie Vinel et Véronica Kouchtanina, qui nous présentent leurs recherches communes sur le confinement. Je voudrais juste pour les présenter, donc dire qu'elles sont toutes les deux enseignantes à l'Université de Franche-Comté, chercheuses au LASA. Et on pourrait dire qu'elles ont des objets communs, c'est assez frappant, sur les âges de la vie, les transitions d'âge, les parcours de vie, les rapports familiaux entre générations, les trajectoires de soins. Donc, des objets de recherche tout à fait communs, avec un prisme peut-être particulier. Je citerai un prisme pour l'une et l'autre. L'angle chez Véronica qui l'a amené à lire ces trajectoires, notamment dans le contexte de la transition entre l'ère soviétique et l'ère post-soviétique en Russie. Et chez Virginie, un accent plutôt sur la jeunesse. Je pense notamment à son ouvrage 2017, co-dirigé sur le corps et la préadolescence, beaucoup d'études sur cet âge-là de la vie. Je vous cède immédiatement la parole à toutes deux. C'est à vous. Merci Arnaud et merci Patrick de nous permettre de présenter des résultats d'une recherche qui a été menée pendant le confinement du printemps dernier. Donc une recherche sur les types de configuration familiale ou non dans lesquelles les enquêtés ont passé cette période, les relations dans et en dehors du foyer de confinement, avec une focale, donc on le voit bien, sur la famille. Toutes les données quantitatives ne sont pas encore traitées, donc nous vous présentons des résultats et d'autres devraient arriver plus tard. Il y a une publication qui est déjà acceptée et qui est en voie d'édition là, octobre, je pense, ou novembre. Alors pourquoi cette enquête? Eh bien, en tant que socio-anthropologue de la famille, des âges de la vie et des générations, comme tu l'as rappelé, la situation nous a interpellés. Il faut savoir que encore aujourd'hui, au XXIe siècle, les relations familiales en Europe sont une source de solidarité. De nombreuses recherches en attestent, et notamment la grande enquête SHARE qui est européenne. Donc des solidarités familiales qui sont encore très présentes, même si bien sûr les ménages, les groupes domestiques et les individus aujourd'hui tendent vers une indépendance. Mais les solidarités ne sont pas uniformes, en fait, elles vont dépendre quand même de plusieurs facteurs, notamment le niveau socio-économique des parents et des enfants. Donc les plus aisés et les classes moyennes vont avoir tendance à plus aider financièrement, alors que les moins favorisés ont tendance à soit ne peuvent pas aider, soit vont aider plutôt par des services. Ces solidarités dépendent également du genre. De manière globale, on aide un peu plus les femmes que les hommes. Elles dépendent des âges, des générations, avec un clivage entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Dans le Nord, ce sont plutôt, enfin le Nord, on en fait partie, nous, donc l'Europe au Nord, donc les parents vers les enfants, et en Europe du Sud, plutôt l'inverse. Et puis, ces solidarités dépendent également de la situation familiale, des relations interpersonnelles, s'il y a de bonnes relations ou pas. En tout cas, les politiques publiques françaises s'appuient largement sur ces solidarités familiales en cas de difficulté, notamment, on le sait, quand il y a la maladie d'un proche, quand il y a un handicap dans la famille et en cas également de crise économique comme en 2008. Alors la pandémie, cette crise du coronavirus a mis à contribution la famille, comme on l'a vu dans l'allocution du président français. Donc là, il devrait y avoir la deuxième diapositive. Merci Véronica. Donc, dans cette allocution du 16 mars, Emmanuel Macron en parlait. Il disait que explicitement, il faisait référence aux relations familiales, aux solidarités, mais aussi aux relations amicales et de voisinage.
Et actuellement, on entend encore beaucoup, hein, que ce soit dans les médias, la question de protéger les grands-parents. Il y a même un message de prévention, hein, qui passe sans cesse à la radio, par exemple, sur cette question. Donc, la période de confinement chez soi signifiait pour une partie des Français rester donc quotidiennement dans un logement, et on s'est posé, donc la première question qu'on s'est posée, c'était mais avec qui s'est-on confiné? Est-ce qu'on s'est confiné seul, avec d'autres personnes, en famille? Et donc c'est pour ça que notre recherche a été animée par, on va dire, 4 grandes questions. Assiste-t-on à des solidarités résidentielles? Quelles relations de parenté ont été activées? Quelles sont les relations à l'intérieur du logement de confinement entre les personnes? Quels sont les soins dans et à l'extérieur? C'est-à-dire, est-ce que les personnes sont allées prendre soin des membres de leur parenté qui n'étaient pas confinés avec eux? Et puis, quelles sont les relations donc en dehors du logement de confinement? Est-ce qu'il y a eu des moyens de rester en contact avec ces membres de la parenté? Alors, il faut voir moi, je viens de l'anthropologie de la parenté, donc on avait dans notre questionnaire, comme va le montrer Véronica un petit peu, des grandes questions sur les membres de la parenté avec qui on gardait ou non des relations pendant ce moment. Voilà, donc une enquête par questionnaire que Véronica va vous présenter tout de suite. Donc, comme Virginie vient de le dire, nous avons fait un questionnaire qui a été mis en ligne sur la plateforme Lime Survey et qui a été diffusé entre le 15 avril et le 10 mai 2020. Et donc, ces questionnaires étaient destinés à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Donc, au départ, on pensait uniquement à la France, mais finalement, on a touché aussi le monde francophone. On a un certain nombre de questionnaires qui ont été remplis par des personnes résidant à l'étranger. Finalement, nous avons retenu 4300 réponses exploitables, donc des personnes résidant en France, et des questionnaires qui étaient remplis complètement ou en grande partie. Ce que je devrais souligner aussi, c'est que par rapport aux expériences de questionnaires, de mise en ligne d'un questionnaire précédente, ce questionnaire était mieux rempli. C'est-à-dire que de manière générale, il y avait moins de réponses vides ou très peu remplies par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en mettant en ligne des questionnaires, parce que voilà, c'est une procédure sur laquelle on n'a aucune maîtrise et souvent les gens ouvrent le questionnaire ou ferment le questionnaire. Donc là, c'est quelque chose qui se passait moins clairement, ce questionnement, il suscitait l'intérêt de la part de personnes qui le croisaient sur les listes universitaires ou sur les réseaux sociaux. Donc, le questionnaire s'organisait en 49 questions fermées, donc les questions pour lesquelles nous avons proposé des réponses à nos enquêtés, et 5 questions ouvertes qui étaient regroupées en 4 blocs thématiques. Tout d'abord, comme c'est habituel pour les socio-anthropologues, nous posions des questions qui relèvent des attributs sociodémographiques des répondants, l'âge, sexe, niveau de diplôme, la profession, lieu d'habitation, la composition de leur foyer. Ensuite, donc, c'était tout ce qui touchait à la composition du foyer avant le confinement, de savoir si les personnes habitaient seules ou en famille ou en colocation, si les personnes étaient en couple résident, en couple cohabitant ou non cohabitant. Le troisième bloc de questions portait sur le foyer pendant le confinement. Donc, on voulait savoir si les gens étaient confinés au même endroit où ils habitent habituellement. On voulait connaître quelques caractéristiques de ce logement et surtout avec qui les personnes étaient confinées. Et enfin, le quatrième, le plus gros bloc de questions portait sur les relations et les aides à l'intérieur du foyer du confinement, aussi bien qu'à l'extérieur du foyer du confinement. Voilà. Comme je vous ai dit, c'était un questionnaire qui était diffusé via des réseaux sociaux et des listes universitaires. Donc, ce n'est pas un échantillon représentatif parce que du point de vue statistique, l'échantillon représentatif est uniquement un échantillon
pour lequel chaque élément a la même probabilité d'être sélectionné. Donc, il faut connaître la population générale et un peu tirer aléatoirement les gens dans la liste ou les boules dans l'urne. Donc là, c'était un échantillon volontaire, mais qui nous donne à voir une très grande diversité de situations, des situations avant, pendant le confinement, et une assez grande diversité de caractéristiques de nos répondants. Il implique aussi un certain nombre de biais parce que la diffusion via les réseaux sociaux et les listes universitaires d'une part, et d'autre part l'objet, la famille, qui introduit aussi un certain nombre de biais, mais qui nous apprend aussi des choses sur la famille. Par exemple, les femmes constituent 3/4 de nos répondants, tandis qu'on sait que dans la population française en général, les femmes représentent un peu plus de la moitié. Donc, on peut l'expliquer ça tout d'abord par notre objet de recherche parce que voilà, il y a plein de travaux qui montrent que du moment où on interroge les gens sur leur famille, les femmes sont plus intéressées par ce genre de recherche que les hommes. Et d'autre part, cela s'explique aussi par la surreprésentation féminine dans la population estudiantine en France aujourd'hui. Et pareillement, à la fin de notre questionnaire, nous proposions aux gens de laisser leur, par exemple, adresse mail si ils étaient d'accord pour participer à un entretien par la suite. Donc, comme ça, on a pu faire une petite dizaine ou un peu moins de 10 entretiens qualitatifs. Et là, c'était uniquement des femmes qui se sont portées volontaires pour procéder à l'enquête par entretien. Ensuite... on a aussi des âges très différents. On a des personnes de 18 ans et les âges vont jusqu'à 88 ans, mais notre échantillon reste tout de même relativement jeune, ce qui s'explique encore une fois par les modes de diffusion de notre questionnaire. L'âge médian, donc celui qui divise notre échantillon en deux, est de 32 ans et l'âge moyen de nos enquêtés est de 36 ans, donc contre 41 à 42 ans pour la population française en général. Ensuite, de manière attendue, on a une surreprésentation des étudiants, donc 40% contre 11% parmi la population de plus de 15 ans et plus, de plus de 15 ans, pardon. Et on a une sous-représentation des actifs qui représente 47% de notre échantillon au lieu de 3/4 de la population âgée de 15 à 64 ans dans la population française. Cependant, pour un échantillon relativement jeune, et assez curieusement d'ailleurs, les retraités sont suffisamment représentés à peu près au même niveau que dans la population française de 15 à 64 ans en général. Ensuite, nous avons affaire aussi à un échantillon diplômé. Cela veut dire qu'on a 38% de personnes qui ont un niveau de diplôme secondaire et inférieur à cela, mais ces personnes ne représentent qu'un quart de personnes qui ont déjà terminé leurs études. On pourrait penser que c'est une grosse sous-représentation si on compare au niveau de diplôme de la population française âgée de 15 ans et plus, parce que là, les personnes qui ont niveau bac au maximum représentent 70%, mais en même temps, notre échantillon correspond en fait au niveau d'éducation de la population française de moins de 40 ans. Enfin, on a 46% qui vivaient en couple avant le confinement, 44% qui ont des enfants et 31% qui vivent seuls contre 16% de la population française, ce qui s'explique encore une fois par la jeunesse de notre échantillon puisque les jeunes sont plus nombreux à vivre seuls de manière générale en France. Voilà, donc c'était pour vous présenter la méthodologie de notre recherche. Ici, nous allons vous exposer 4 résultats principaux. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de la tendance générale vers le regroupement familial qu'on a pu observer pendant le confinement. Ensuite, je vais me focaliser plus particulièrement sur les personnes qui ont quitté leur domicile pour le confinement. Par la suite, je passerai la parole à Virginie et elle vous parlera des relations au sein des foyers du confinement. Et enfin, elle analysera plus particulièrement les situations des personnes et les caractéristiques des personnes qui sont restées seules pendant le confinement, qui, comme vous le verrez, étaient minoritaires dans notre échantillon.
Voilà, donc je passe à la première partie dans laquelle je vais vous exposer cette tendance générale vers le regroupement familial pendant le confinement. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, en fait, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que dans notre échantillon, 81% de personnes étaient confinées en couple ou en famille, contre 63% de personnes contre 63 personnes, excusez-moi, il y a un problème dans le texte, 63 personnes qui vivaient en famille avant le confinement. Donc, il y a eu cette augmentation de personnes qui ont passé cette période en couple avec leur famille au détriment de personnes qui étaient seules. Donc, on passe de 31% avant le confinement à 16% seulement pendant le confinement. Et pareillement, la part de personnes qui vivent en colocation a été divisée par 2 pendant la période de confinement. Donc, le confinement se présente d'emblée comme une période qu'on passe en famille. Notamment, 98% des personnes qui vivaient en couple et en famille sont restées dans cette configuration-là. Donc, comme je vous ai dit, 64% de personnes qui vivaient en colocation, finalement, ont été confinées en famille. Il y a 2 effets qui doivent être soulignés ici parce que finalement, cette tendance générale, elle n'a pas touché tout le monde de la même façon et nous avons pu observer ici les effets du genre et de l'âge. Donc, tout d'abord, ce qu'on a pu voir, c'est que les personnes parmi les personnes qui vivaient seules avant le confinement, ce mouvement de regroupement avec leur conjoint ou avec la famille a touché principalement les personnes jeunes, les personnes de moins de 26 ans. Tandis qu'on voit par exemple que les 26-38 ans ont été plus souvent que les autres en colocation s'ils habitaient seuls avant le confinement. Ensuite, pour le genre, pareillement, on constate un effet général dont Virginie parlera tout à l'heure. Là, je voulais juste vous présenter ce croisement entre genre et âge parce que finalement, le genre, si on regarde par tranche d'âge, on observe que l'effet du genre n'est pas le même et il est particulièrement prononcé pour les jeunes. Ça veut dire que, comme vous voyez sur ce graphique-là, les jeunes femmes qui habitaient seules avant le confinement ont été plus souvent confinées en couple et en famille que les jeunes hommes. Et pour les 21-25 ans, les jeunes femmes, en plus, ont été plus souvent en colocation que les jeunes hommes. Voilà, on constate que parmi les personnes qui vivaient seules avant le confinement, c'était les moins de 26 ans qui ont été les plus nombreux à se confiner dans leur famille, que les femmes étaient plus souvent confinées en famille que les hommes. Et il y a aussi, par contre, l'effet est inverse quand il s'agit du confinement avec le conjoint. Donc, parmi les personnes qui vivaient seules, on a seulement 10% des femmes qui ont été confinées avec un conjoint, contre 66% des hommes. Donc, ce mouvement de personnes pour le confinement a donné finalement une très grande disparité des configurations familiales au sein des foyers du confinement. Donc là, vous voyez le camembert, mais ce camembert, en fait, est une simplification parce que de fait, si je devais rentrer toutes les configurations, même celles qui étaient très peu présentes au sein de notre échantillon, ça nous donnerait un camembert complètement illisible tellement la disparité était grande. Donc là, si vous voulez, je l'ai regroupé autour des noyaux, autour des éléments les plus récurrents. On constate ici, donc bon, c'est une question d'arrondir les pourcentages, on arrive à 17 au lieu de 16% de personnes qui étaient confinées seules. Ensuite, on avait le cas le plus fréquent, les personnes qui étaient confinées avec leurs conjoints, avec leurs enfants ou les enfants de leurs conjoints, mais sans les parents. Non, pardon, personne avec les conjoints et les enfants, pardon, parfois avec les parents, mais rarement, parce que généralement les couples avec les enfants restaient avec les couples avec les enfants. Donc, ils représentaient un quart de notre échantillon pendant le confinement. Les personnes qui étaient confinées avec leurs conjoints, mais sans les parents, représentaient 20%. Les personnes
confinés avec conjoint et parents, et éventuellement d'autres aussi parents, représentaient 3%. Comme nous avions un échantillon jeune, nous avons 10% de personnes confinées avec les parents et parfois les grands-parents, mais sans la fratrie. Et la configuration aussi assez présente, 18%, c'était les personnes qui étaient confinées avec leurs parents, leur fratrie et éventuellement d'autres parents. Et puis, donc, 6% de personnes qui étaient confinées sans conjoint, mais avec leurs enfants et parfois avec les enfants de leurs conjoints. Ça, on a aussi vu dans notre échantillon. Donc, voilà. À cela, il faut rajouter que dans ces configurations familiales, parmi ces configurations familiales, il y avait par exemple 2% de configurations où il y avait des personnes non apparentées. C'était parfois des jeunes filles au pair, c'était parfois des étudiants étrangers hébergés, c'était parfois des amis ou des amis des enfants. Voilà. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que si on se focalise sur ce que l'INSEE appelle les ménages complexes, ça veut dire les ménages qui ne comprennent, qui ne se limitent pas, pardon, à un couple avec ou sans enfants ou une personne seule ou avec des enfants. Donc, généralement, l'INSEE estime la part de ces ménages complexes à 4%. Donc, nous, là, avec bien sûr les biais de notre échantillon jeune, mais nous arrivons à 9% de ménages complexes pendant le confinement, ce qui montre quand même ce regroupement et la complexification des configurations familiales dues au confinement. Et puis, ce qu'il faut rajouter ici, c'est que là-dedans, nous avions 2%, si je ne me trompe pas, de ménages dits complexes, de ménages de 3 générations. Voilà. Deuxième question que je voulais aborder, donc c'était le fait de quitter son domicile pour le confinement, parce que comme je vous ai montré, il y a eu cette tendance de regroupement pour le confinement, donc il y avait une part non négligeable de personnes qui ont passé le confinement donc ailleurs que dans leur domicile, dans leur logement habituel, leur domicile principal. Donc, il s'agit de 21% de notre échantillon et les logements où ils ont passé le confinement, il y avait pareil, il y avait une très grande diversité, une question ouverte et il y avait une diversité énorme de réponses. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'était le logement, c'était le lien déjà préalable, préexistant avec ce logement. Donc, 11% parlent ici du logement où ils passent déjà une partie de leur semaine. Donc, souvent, c'est le logement de leurs parents, typiquement les étudiants qui rentraient chez leurs parents pour le week-end, ou le logement de leur petit ami ou conjoint non cohabitant. Donc, 5% ont indiqué leurs parents, et puis, bon, vous voyez, les personnes ont indiqué leurs conjoints, la maison de famille, la résidence secondaire, logement professionnel, logement temporaire, que certains ont été hébergés chez un autre membre de la famille. Voilà, encore une fois, il y a eu des personnes qui ont été hébergées par des amis aussi. Et tout ça, ça donne une très grande diversité de situations. Donc, finalement, pour nous, cette période de confinement est révélateur d'une relative porosité des foyers. Une porosité déjà préexistante au confinement qui a facilité du coup ce mouvement de solidarité résidentielle pendant la période de confinement. Donc, parmi les personnes qui avaient avant le confinement un logement où ils dormaient au moins une nuit par semaine, parce que c'est comme ça que nous avons formulé la question, 60%, donc plus de la moitié, ont passé le confinement ailleurs que chez eux, tandis que pour les personnes qui n'avaient qu'un seul logement habituel, 91% ont été confinés chez eux. Donc, ces personnes qui étaient nomades, entre guillemets, dans leur vie avant le confinement représentent presque un quart de notre échantillon. Ces personnes-là représentent une petite majorité des personnes qui sont en couple non cohabitant. Ils sont le plus souvent étudiants ou des étudiants salariés ou des personnes sans emploi. Donc, il s'agit encore ici quelque part sur ces âges de la vie intermédiaires où les personnes jouent surtout les étudiants, qu'ils soient salariés ou pas, jouent quelque part sur ce statut intermédiaire. Et puis, il n'y a pas d'effet de sexe pour l'ensemble de l'échantillon, mais
Si on regarde par tranche d'âge, on observe encore une fois chez les jeunes, donc les moins de 21 ans, où une petite majorité des femmes avaient un logement, ce deuxième logement avant le confinement, contre une petite minorité des hommes. Et assez curieusement, on retrouve aussi l'effet du genre dans la tranche 39-51 ans, où les femmes sont 2 fois moins nombreuses que les hommes à avoir ce deuxième logement. Et puis, ce qu'il faut aussi souligner, donc là, les critères statistiques montrent un lien statistique, c'est l'effet de niveau de diplôme. Les plus diplômés, donc les bacs plus 5 et plus, étaient avant le confinement plus souvent nomades dans leur quotidien que les personnes moins diplômées. Voilà. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que selon le lieu de confinement, on n'observe pas la même configuration du ménage. On voit que les personnes qui sont restées chez elles sont restées plus souvent seules, donc sont plus souvent restées seules que les personnes qui sont parties ailleurs. Les personnes qui sont restées chez elles étaient plus souvent confinées avec leurs conjoints et les enfants que les personnes qui sont parties ailleurs. Donc, ça montre en fait que les enfants, généralement, sont accueillis chez soi. Et inversement, les personnes qui ont été confinées avec leurs parents ou avec leurs parents et leurs fratries, généralement, étaient ailleurs que chez eux. Donc, on voit en fait que, généralement, ces deux observations nous confirment en fait que les parents, généralement, n'allaient pas chez les enfants, c'était plutôt les enfants qui allaient chez les parents. Il faut aussi souligner le fait que les personnes qui étaient confinées chez soi étaient confinées en moyenne avec une personne, 86, tandis que les personnes qui étaient confinées ailleurs que chez elles étaient confinées en moyenne avec 2,61 personnes. Donc, les personnes voilà, qui allaient ailleurs, clairement, allaient vers des ménages plus nombreux. Excusez-moi, j'arrive. Voilà, la diapo. Après, on a demandé aussi, il y avait une question ouverte adressée aux gens qui passaient le confinement dans un logement autre que leur logement habituel. On leur demandait les raisons de ce changement de lieu de résidence. Et donc, on a essayé de regrouper les raisons. Donc, tout d'abord, les gens énonçaient le confort du logement du confinement. Donc, ils partaient clairement vers des logements plus spacieux. C'était assez frappant, en fait, la récurrence avec laquelle les gens indiquaient la superficie exacte de leur logement principal pour justifier ce départ. Ensuite, un autre élément de confort, c'était l'ouverture vers l'extérieur du logement du confinement. Donc, généralement, il s'agit d'un jardin ou d'un terrain. C'était aussi le fait de partir de la ville à la campagne ou quitter un appartement pour passer le confinement dans une maison. Il y avait aussi la question du fait que c'était plus pratique pour les études, pour articuler le télétravail et l'école à la maison. Voilà, certaines personnes énonçaient aussi plus spécifiquement ces raisons-là, en plus des caractéristiques du logement du confinement. Ensuite, deuxième type de raison, un peu moins d'un tiers de personnes qui ont indiqué une raison pour avoir quitté leur domicile principal. Ces personnes-là ont évoqué la peur d'être seules. Et plus de la moitié de personnes qui ont expliqué la raison de changement de lieu pour le confinement, donc 57%, ont dit que c'était l'envie d'être avec leurs proches qui a été moteur de ce changement de lieu. Ces deux facteurs-là, la peur d'être seul et l'envie d'être avec les proches, est liée à l'âge. Donc, vous voyez le graphique. Donc, ce sont que les personnes de moins de 40 ans qui évoquent la peur de la solitude et l'envie d'être avec ses proches comme moteur de déplacement pour le confinement, pareil, diminue avec l'âge. Donc, on peut essayer de supposer une explication qui va dans les deux sens, le fait de pouvoir partir et le fait d'avoir l'habitude de vivre seul, si jamais on vit seul depuis plusieurs années. Et enfin, on avait 15% de notre échantillon qui étaient confinés ailleurs, pas nécessairement par choix, mais parce qu'ils étaient surpris
ailleurs par le confinement, parce qu'ils étaient retenus pour le travail ou encore parce qu'ils ont eu un souci de santé, pas nécessairement lié à la Covid, au moment où ils se trouvaient ailleurs. Mais ce qui est très curieux, c'est que très peu de personnes ont évoqué le virus comme raison d'être confinées quelque part ailleurs. Donc, il y a juste quelques personnes qui ont dit qu'elles n'ont pas rejoint les parents, par exemple, par peur de les contaminer. Et pareil, quelques personnes sur les 4000, sur les 4, sur les combien, sur une cinquième des 4000, donc sur 800 personnes qui ont indiqué qu'elles sont parties ailleurs parce que c'était un endroit où le virus circulait moins que dans le lieu où ils habitaient auparavant. Donc là, clairement, c'était plus une projection dans une période longue, une période inhabituelle du point de vue surtout des conditions de la vie quotidienne. Et le virus, finalement, apparaît assez peu dans les explications que nos répondants ont données ici. Donc, très rapidement, pour les articulations, parce que c'était une question ouverte, donc du coup, les personnes pouvaient indiquer beaucoup pouvaient indiquer beaucoup de raisons. Donc, on a 27% qui disent juste qu'ils ont changé le lieu pour être avec leur famille, leur conjoint ou leurs parents. 9% indiquent la peur de la solitude. Donc, la peur de la solitude était rarement la raison unique qui était indiquée. Le confort seul est indiqué par 16%. Et en revanche, les circonstances tendent à être la raison unique qui est indiquée, parce que je vous rappelle, c'était 15% en général, dont 9% qui présentent ça comme la raison unique pour passer le confinement ailleurs que dans leur logement habituel. La dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est le changement de lieu pendant le confinement, parce que nous avons 4% de notre échantillon qui a bougé pendant le confinement. Encore une fois, c'est lié à l'âge, donc on a 8-9% des moins de 26 ans contre 1% des personnes plus âgées de notre échantillon. Les raisons que les personnes ont indiquées, c'était encore une fois la peur d'être seule. Donc encore une fois, c'est corrélé à l'âge. Donc un tiers des personnes qui ont indiqué une raison pour avoir changé le lieu de confinement indiquent la peur de ne pas d'être seule ou vouloir rejoindre ses proches. 9% indiquent une quarantaine, avoir passé une quarantaine avant de passer. Donc là, du coup, le virus apparaît un peu plus dans les explications. 26% expliquent le changement de lieu de confinement par le fait d'avoir plusieurs logements dans leur vie habituelle. Donc, c'était notamment des jeunes, des étudiants qui étaient enfants de parents séparés, qui étaient en résidence alternée et qui ont continué à changer le lieu pendant le confinement, ou les couples non cohabitants qui avaient l'habitude de se retrouver et qui se sont retrouvés malgré le confinement. Il y avait aussi la question du logement plus grand, confortable, les contraintes d'études, stages, de travail. 13% des personnes parlent quand même ici des tensions, voire des violences dans le foyer du confinement. Et puis, 13% parlent d'autres raisons qui sont plus liées à l'intervention du virus et du confinement dans les projets qu'ils avaient, des déménagements, des retours à l'étranger. Mais il y avait aussi des personnes qui disaient qu'ils ont changé de lieu de confinement parce qu'ils avaient besoin de changer d'air. Et la question que je pose ici en forme de supposition, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de données dessus, mais il y a clairement un lien statistique entre le fait d'être confiné chez soi ou pas chez soi et le fait d'avoir changé le lieu de confinement. À savoir que parmi les personnes confinées chez elles, seulement 2% ont changé de lieu de confinement contre 12% des personnes qui étaient confinées ailleurs. Donc, si dans un premier temps, je vous ai exposé une tendance vers des solidarités résidentielles pendant le confinement, on peut aussi poser la question de la durée limitée de ces solidarités. Voilà, et je repasse la parole à Virginie. Le micro. Virginie, le micro.
Merci. Alors moi, je vais vous présenter comment sont vécues les relations au sein de ces foyers. Donc, on a vu un regroupement et ce que l'on voit très vite, c'est que les relations sont plutôt perçues positivement, hein. C'est-à-dire que déjà dans la vie de couple, alors rappelons ce qu'on a vu tout à l'heure avec Véronica, c'est qu'une grande majorité des couples sont restés en couple pendant le confinement et en plus ils expliquent en tout cas, hein, c'est leur expression, une majorité considère que leurs relations sont restées aussi bonnes pendant le confinement, voire 24% estiment qu'elles ont été meilleures que d'habitude, hein. Donc ça, c'est un point très important, puisque c'est vrai que dans les médias, on entend beaucoup plutôt les cas de grandes difficultés. Alors, les grandes difficultés ont été quand même soulignées dans notre enquête, puisque nous avons 8% des personnes qui affirment avoir eu des relations plus tendues, voire plus violentes avec leur conjoint, et 4% donc, qui ont dû partir en raison de ces tensions, voire de ces violences. On trouve la même tendance, donc cette tendance plutôt positive des relations entre parents et enfants sur la diapositive suivante. Donc les parents affirment en grande majorité que les relations avec leurs enfants avec lesquels ils sont confinés, hein, sont bonnes ou meilleures, hein, 85%, et c'est réciproque, hein, puisqu'on a les enfants eux-mêmes vont affirmer le pourcentage est un tout petit peu plus faible, mais en tout cas, on est quand même à près de 80% de relations bonnes ou meilleures avec leur mère et un tout petit peu moins bonnes ou meilleures avec leur père. Donc, on a des enfants qui vont quand même affirmer avoir des relations plus tendues ou plus difficiles et plutôt là avec le père. On retrouve la même chose avec d'ailleurs les beaux-pères et les belles-mères, hein. Des cas de violence recensés, hein, 9 cas recensés, et donc des enfants certains qui, dans la question ouverte, vont dire qu'ils ont dû partir de chez leurs parents parce qu'il y avait des cas de violence verbale, plutôt verbale, hein, ils nous ont indiqué. En tout cas, on a aussi un tout petit peu plus, si l'on regarde, des relations tendues avec les beaux enfants, et là encore particulièrement avec les garçons. Il faut bien souligner quand même que dans cette question sur les relations, eh bien, comme le montre la diapo suivante, il y a des données manquantes sur la qualité des relations. Donc, c'était une question fermée avec des items. On peut se demander est-ce que les items étaient bien formulés, hein, est-ce qu'ils étaient adaptés à la situation, parce que dans les commentaires, certains nous ont dit eh bien, on ne pouvait pas vraiment répondre parce que ça dépendait des jours, ça dépendait des moments. On peut aussi se questionner sur la réticence à parler de mauvaises relations et bien entendu, la question aussi se pose, c'est que lorsque une personne vit des relations très dégradées au sein de son foyer, eh bien, elle ne répond pas particulièrement à un questionnaire en ligne, hein. Ça, c'est vraiment une des limites, hein, de ce type d'enquête, hein. Ils ont autre chose à faire. Ceci dit, les personnes ont pu quand même s'exprimer dans la question ouverte, et là vous avez quelques verbatims, quelques personnes qui s'expriment et donc qui expliquent, voilà, qu'elles ont dû s'enfuir de chez elles. Là, cette personne qui dit qu'il a dû partir de chez son père, ou bien violence conjugale, séparation à la suite de violence conjugale. Donc notre échantillon montre plutôt de bonnes relations, et ça, c'est quand même un résultat, parce que c'est assez peu dit dans l'ensemble sur ce confinement, mais bien sûr, il y a ces relations dégradées qu'il faut quand même souligner. Alors, pour terminer, nous allons parler aussi des personnes qui sont restées seules. Donc, comme le disait tout à l'heure Véronica, il y a 17% de l'échantillon, sur les 4300, qui sont restés seuls.
on voit qu'on est plutôt, donc l'INSEE en population globale recense 19% de personnes de plus de 15 ans vivant seules, donc on est un petit peu en dessous. Donc ça confirme ce que disait tout à l'heure Véronica sur le fait que les gens sont allés se regrouper. Seulement la moitié des personnes qui vivaient seules avant le confinement sont restées seules. Donc ça, c'est aussi très important comme résultat dans notre étude. Alors, qui restait seul? C'est ça qui nous intéressait. Eh bien là, on va avoir des influences de l'âge, du genre et du niveau de diplôme. Donc, les personnes vivant seules sont plutôt des hommes. Là, on a 59% des personnes qui étaient seules avant et restées seules, et 46% des femmes. C'est plutôt à l'inverse de la tendance générale en France, puisqu'on sait que les femmes, surtout aux âges plus avancés, sont plus souvent seules. Donc là, ça s'explique par deux phénomènes pendant le confinement, dans notre échantillon, d'une part. C'est que les mères ayant des enfants jeunes adultes ont accueilli plus souvent leurs enfants chez elles que les pères. Et les jeunes femmes sont plus souvent allées chez leurs parents que les jeunes hommes. Deuxième élément, c'est la question de l'âge. Et là, on le voit sur l'un des graphiques qu'on va peut-être avoir. Ça, c'est les hommes et les femmes. Et donc, sur le suivant, ouais, ça doit être celui-là. Donc, il y a la question de l'âge, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'âge augmente, eh bien, les personnes sont plus souvent seules. Voilà. On arrive à 90% des 52-88 ans qui sont en fait, qui vivaient seuls et qui sont restés seuls. Donc là, ça correspond plutôt bien à la tendance globale de la société française, puisque les solidarités résidentielles, mais Véronica l'a déjà dit, ont été en faveur des jeunes. On n'a pas accueilli chez soi les plus de 50, les plus de 60 ans. C'est un point quand même important. Enfin, dernier point sur cette histoire d'être seul, c'est le taux de ménage solo baisse avec le niveau de diplôme. C'est-à-dire que plus on a un diplôme et moins on est resté seul. Donc ça, c'est aussi un point important. Ça correspond aussi quand même à une tendance sociale, notamment pour les hommes, puisque le célibat, par exemple, est plus important chez les hommes ayant moins de diplômes. Comme l'a dit Véronica, le confinement était plutôt un moment pour se retrouver à plusieurs, et donc on a seulement, par exemple, les personnes qui vivaient avec d'autres sont très rarement parties. Ça, c'est quand même important. Alors, quels sont les éléments aussi qu'on peut donner sur ces personnes seules? Eh bien, dans les verbatims, dans les commentaires qu'elles ont pu nous faire, c'est surtout dans ces commentaires ouverts qu'on a pu avoir quelques éléments aussi. Eh bien, vivre seul n'a pas correspondu forcément à se ressentir de la solitude. On a des visions assez contrastées sur ce point de vue, c'est-à-dire que certains vont nous affirmer qu'ils ont eu énormément de relations sociales via les réseaux sociaux, via le téléphone, pour les plus âgés, via WhatsApp. Donc là, on a quelques personnes, notamment une que j'ai interviewée aussi, qui me racontait comment elle avait ses sœurs, ses amis au téléphone, pas toute la journée, mais enfin au moins tous les jours, et puis plusieurs heures par jour, et ça a été confirmé par des commentaires. Toutefois, et il faut le souligner également pour ne pas avoir une vision idyllique, c'est que ça c'était sur les mères qui ont accueilli, donc des personnes se sont senties réellement délaissées. Donc là, on n'a pas de pourcentage et on n'en produira pas, mais c'est plutôt des personnes qui ont pu s'exprimer et dire, par exemple, l'une d'entre elles qui dit la ville n'a pas pris nos nouvelles, la MDPH, la CAF, la CPAM, et elle s'est sentie complètement délaissée par les organismes publics. Une autre qui nous dit qu'elle vit un cauchemar, qu'elle se sent... Alors elle parle d'autres, on leur donne, en parlant des personnes fragiles
des personnes âgées, mais en fait, elle parle plutôt d'elle-même, puisqu'elle dit « je me sens seule, abusée par les institutions ». Donc là, on a des personnes qui avaient l'habitude notamment d'avoir des professionnels à domicile, et dans certains territoires, pas partout, mais dans certains territoires, les aides à domicile n'ont pas continué à venir. Il y a aussi les médecins, les kinés, ils sont moins allés voir tous ces professionnels de santé qui, généralement, leur donnent une sécurité. Il faut bien souligner aussi la grande solitude des étudiants étrangers. Et donc là aussi, on a eu plusieurs commentaires dans les réponses, hein, avec notamment ces étudiants qui nous disent « je souffre de solitude dans ma chambre, j'ai du mal à me concentrer » et des gros problèmes financiers puisqu'ils ne pouvaient pas aller travailler, certains d'entre eux en tout cas. Voilà, alors peut-être qu'on va passer à la conclusion puisqu'il est déjà 17h48 et donc on pourra quand même discuter. Donc une conclusion assez rapide, hein, pour dire cette tendance générale donc, au regroupement familial, des configurations familiales quand même qu'on va voir dans la prochaine diapo, quand même assez classiques, c'est-à-dire en grande majorité, on a eu des parents avec leurs enfants, donc des parents on va dire adultes, qui accueillent leurs enfants jeunes adultes avec une fratrie, mais des configurations, comme l'a expliqué Véronica, quand même aussi assez complexes, hein, avec on va chez son conjoint et puis il y a les parents, il y a de la fratrie, certains conjoints de la fratrie, etc. Et puis parfois 3 générations. C'est pas majoritaire si vous voulez, mais ça montre quand même qu'il y a une possibilité dans nos sociétés, contrairement à ce que la sociologie a tendance quand même à dire, où chaque petit foyer est chez soi. Là, il y a vraiment eu une porosité entre les domiciles et entre les groupes domestiques. Donc, des femmes plus souvent confinées en famille, hein, et des relations plutôt bonnes, etc. Donc ça, je ne vais pas m'appesantir. Peut-être terminer par la question de tout ce qui nous reste à faire. Hein. Voilà, parce que nous avons encore beaucoup de travail. Donc, d'une part, il faut que nous nous intéressions un peu plus précisément aux soins, au care à l'intérieur du foyer et à l'extérieur, c'est-à-dire que nous avions des questions qui vont nous permettre de savoir qui est allé prendre soin de ses parents âgés, d'une personne, de ses enfants, etc., d'une personne handicapée, etc. Et puis, à l'intérieur, on aura quand même des éléments sur les rôles et la charge de travail au sein du foyer. On a déjà repéré quelques éléments sur les inégalités de genre. Voilà. Il faut aussi nous appesantir sur les usages des médias numériques et du téléphone dans les liens avec les membres de la parenté, parce que là, ça a été vraiment massif. Hein. Bon, on le sait, mais on va pouvoir avoir des éléments plus précis. Il faut qu'on module, qu'on corrèle la qualité des relations, parce que là, on a montré dans l'ensemble des bonnes relations, mais il faut qu'on les corrèle à plusieurs choses. D'une part, la date de la réponse au questionnaire, parce qu'on peut faire l'hypothèse que s'ils ont répondu plus tardivement dans le confinement, peut-être que les relations étaient moins bonnes. C'est une hypothèse, hein, c'est pas sûr. Également, le lieu d'habitation, le type d'habitation, le nombre de pièces notamment, hein, parce qu'on peut quand même vraiment faire l'hypothèse que dans des petits logements, ça a été beaucoup plus compliqué. Et puis, il faut qu'on corrèle également avec les catégories sociales, parce que là, on avait des questions très ouvertes et donc nous n'avons pas encore pu traiter, mais nous allons être bientôt aidés par une chargée d'études qui va nous permettre de terminer ce traitement. Alors, un grand manque quand même dans notre questionnaire, mais on ne pouvait pas ajouter de nouvelles questions. La plateforme Lyme Survey aussi est un petit peu restrictive, et donc c'est toutes les relations amicales, les relations de voisinage. On a des données dans les questions ouvertes et on sait qu'elles ont fonctionné en partie en tout cas, mais malheureusement on n'aura que des données un petit peu partielles. Voilà, on vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci. Merci beaucoup. On va tout de suite du coup donner la place à la discussion. Donc pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la petite main bleue dans l'onglet
participants, et là on vous donnera la parole en direct, soit dans le chat si vous voulez qu'on la relie, qu'on la relaie, pardon. Et là, Virginie et Véronica peuvent les voir aussi. Pour l'instant, Personne. Il y a une question dans le chat. Ah, très bien. Donc, Laurent Agneau-Suchet nous demande quelle maîtrise de la temporalité de la passation du questionnaire sur la question des relations collectives vécues positivement ou non. On peut imaginer qu'on ne donnerait pas la même réponse 3 semaines après le début de confinement et 3 mois après. Voilà, donc c'est l'hypothèse qui a émis Virginie concernant les relations. Après, on a normalement, il faut que je vérifie, mais normalement, dans la base de données, on a la date de la passation du questionnaire. Donc voilà, on a la date, effectivement. Donc voilà, ça reste dans les analyses justement à faire, de vérifier l'effet du moment, parce que le questionnaire a été en ligne pendant 1 mois, à peu près du milieu jusqu'à la fin du confinement. Donc c'est une des hypothèses qu'on va traiter. Une première petite question anecdotique. J'ai noté au début que vous aviez, Véronica, insisté sur le fait que le confinement, c'est comme ça que je l'ai interprété, a semblé favoriser l'enquête sociologique. Au fond, les gens ont davantage répondu au questionnaire qu'ils ne le font d'habitude. Alors, est-ce que c'est lié à des biais que vous avez dit, ou est-ce qu'on pourrait dire qu'une des premières, pas le plus important, mais qu'un des premiers résultats du confinement, c'est de favoriser la sociologie? Tu veux répondre ou... Moi, je peux... Alors, favoriser la sociologie, peut-être pas, mais en tout cas, on peut penser que les gens avaient plus de temps pour répondre à un questionnaire en ligne. Et ça les a intéressés, c'est ce que disait Véronica, c'est-à-dire que, et particulièrement les femmes, puisqu'on a quand même un échantillon féminin, donc ça les a intéressés de répondre, parce que c'était quand même une période exceptionnelle, c'était une période... où on se retrouve là à ne pas bouger de chez soi, ou sauf ceux qui travaillaient. Il y en a beaucoup qui nous l'ont dit d'ailleurs, hein, qui travaillaient, je ne sais pas le pourcentage, mais en tout cas, c'était une période qui questionnait aussi les personnes, et donc de recevoir un questionnaire qui parle de leur vécu. Il y a d'autres études qui ont été faites, des collègues d'un peu partout qui en ont fait. Et donc, voilà, je pense qu'il y avait un intérêt. Après, quand même, la grosse limite, c'est que nous, on a l'habitude de travailler aussi beaucoup en qualitatif, d'aller rencontrer les gens, d'aller voir chez eux, etc. Donc, le questionnaire, c'est quand même un outil qui est intéressant, on a des choses voilà, qui ressortent, mais on voit bien ses limites, et je crois qu'on les a montrées dans cette présentation. Et on a essayé justement, on voulait faire des entretiens, mais comme l'a dit Véronica, là c'est bien la limite, les gens n'étaient pas si intéressés que ça, puisqu'on n'en a eu qu'une petite dizaine qui nous ont dit, ah ben tiens, oui, vous pouvez nous contacter, et puis on va faire un entretien. Donc voilà, moi j'aurais une réponse un peu mitigée, Arnaud. Et du coup, s'il y a des biais, ceux que vous avez soulignés, qui fait que vous avez peut-être eu accès à une population qui était aussi sélectionnée par les voies d'accès, est-ce qu'il y aurait moyen, après coup, est-ce qu'on a le droit, ça, méthodologiquement, d'essayer de combler ces biais, d'essayer de toucher des gens qui étaient moins connectés, qui ont peut-être aussi vécu le confinement différemment? Je ne sais pas, moi, c'est juste intuitif. Dans les étudiants avec qui on a essayé de travailler pendant le confinement, il y a une grande partie de la classe bien connectée qui restait là, et une autre qu'on a perdue. Et comment est-ce qu'il serait possible de réintroduire le point de vue des perdus? Alors, on a essayé, on a voulu passer par nos contacts justement auprès des personnes âgées particulièrement, parce qu'on savait bien que ce serait compliqué d'avoir une partie des personnes âgées, parce que beaucoup sont connectés aussi. La preuve, c'est qu'on en a jusqu'à 88 ans, mais en tout cas, on a pris des contacts avec
les personnes qu'on connaît qui dirigent des EHPAD, etc. Et puis, on a reçu des réponses négatives parce qu'elles avaient beaucoup trop de travail. Elles ne pouvaient pas prendre du temps pour aller avec la personne âgée faire le questionnaire. C'était... Donc, c'est vrai que c'était... Mais ce qu'on peut dire, je ne sais pas, Véronica, tu pourras peut-être compléter là-dessus, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont dit à leurs grands-parents, à leurs parents, mais allez, répondez, répondez. Et c'est aussi peut-être l'effet boule de neige qui fait qu'on a quand même certes, il est spécifique, mais on a quand même des situations très contrastées, quoi. Après, voilà, effectivement, méthodologiquement parlant, c'est tout à fait possible de reprendre l'enquête et essayer de toucher les gens qui étaient beaucoup moins connectés pendant le confinement. Voilà, la question, c'est le temps. Parce que ce qu'on a présenté là, on a traité la moitié du questionnaire, peut-être un peu plus. Donc, on a déjà beaucoup de boulot de ce côté-là. Et puis la question, c'est aussi c'est-à-dire que là, a posteriori, on est quand même 5 mois après, hein, donc, tandis que là, les personnes ont répondu pendant la période. Et on sait que la reconstitution, c'est quand même pas du tout la même chose. Ça peut idéaliser, au contraire. Donc nous, notre intérêt, c'était d'avoir des réponses dans le temps de la période, quoi. C'était important. Donc, rétrospectivement, moi, ça me semble pas hyper intéressant. En tout cas, nous, on a vécu ça comme une urgence de faire la recherche. Voilà, c'est quelque chose qui a été un peu abordé pendant les séances précédentes, mais nous, on a ressenti cette urgence. Il y a une question de Pascal. Je vais lui donner le micro. Ça marche. Oui, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir Véronica. Merci pour votre exposé. Je me demandais en vous écoutant si vous aviez regardé ce qu'il en était des relations amicales, enfin du cercle des relations amicales. Est-ce qu'il a eu tendance justement à se rétrécir en raison même du confinement, ou est-ce que les gens ont quand même réussi à garder des liens téléphoniques ou par Internet avec leur réseau? Est-ce que c'est une dimension que vous avez regardée ou pas du tout? Bon, je n'ai pas énormément de réponses à te donner, malheureusement, parce que en faisant cette enquête, on a découvert que Lime Survey était très limité comme outil. Parce qu'en fait, ce que tu peux mettre dans un questionnaire Lime Survey, c'est 1000 variables. Donc, puisque nous cherchions déjà à lister la parenté, ça allait très vite. Quand les gens pouvaient cocher quelle personne, avec quelle personne elles sont confinées, on proposait par exemple un très large éventail d'apparentés possibles, ce qui fait que en fait on a dû réduire le questionnaire tel qu'on l'a fait initialement, ne serait-ce que sur la parenté, parce que Lime Survey était limité. Donc, il y en a quand même qui nous ont parlé des amis dans les commentaires. Donc là, clairement, comme le disait Virginie tout à l'heure, c'est un biais. On n'a pas pu le voir. Il y en a qui étaient confinés quand même avec des amis. Donc là, c'est aussi un indicateur de l'importance de ce lien. Après, ce que j'ai pu voir dans les entretiens que moi je menais, c'est que les relations amicales ont persisté et que c'était, encore une fois, là, il faut qu'on creuse cette piste des outils, parce que typiquement, que j'ai vu, c'est que le confinement a amplifié l'usage collectif en fait des outils numériques, par exemple des groupes WhatsApp qu'on va avoir pour un groupe d'amis, comme par exemple la fratrie va avoir un groupe WhatsApp pour la fratrie, ce qui fait que ce ne sont pas nécessairement des messages personnels, ce sont des messages qui sont destinés à un groupe de personnes, mais qui permet finalement de garder le lien avec le groupe. Tu veux rajouter, Virginie ?
Alors, bah, c'est ce que je disais à la fin de la présentation, hein. C'est vrai que c'est l'une des limites de notre travail. On n'a pas pu non plus étendre parce que c'est vrai qu'on voulait tellement avoir d'informations sur la parenté. Alors peut-être que la question sur la parenté viendra aussi corroborer le fait que les liens amicaux continuent, dans le sens où on a des éléments sur les cousins, la fratrie, etc. Alors bien sûr, les cousins, la fratrie ne sont pas des amis. Mais je veux dire, de ce côté-là, il y a eu une persistance des relations. On doit Si continuer les à relations étaient existantes auparavant, hein. si les relations. Une persistance, voire une recrudescence, hein. Et donc, voilà, c'est tout un pan qu'on doit encore traiter et on va être aidé ce mois-ci par une chargée d'études parce que très, très clairement, on n'a pas traité ces données encore statistiques. Mais merci pour la question. Il y avait une question de Dominique dans le chat. Il y en a une grande depuis de Laurent. Alors, pardon, Dominique, qui se demandait si le questionnaire avait une portée nationale permettant éventuellement de comparer les régions rurales et les régions urbaines, si cette dimension-là pouvait apparaître. Elle va apparaître. C'est une des hypothèses qui nous reste à tester parce que voilà, cette hypothèse bon, ça a été beaucoup médiatisé aussi, donc ça apparaît aussi dans les réponses des personnes qui ont changé de lieu de confinement, ce mouvement de la ville vers la campagne, mais on a demandé aux gens où ils habitaient auparavant et où ils étaient confinés. Donc, on va vérifier ça, on va regarder les régions, on va voir aussi milieu rural, milieu urbain, et on va voir peut-être même de manière plus précise, grande ville, moyenne ville, voilà. Donc ça reste à traiter. Alors, il y a une grande question de Laurent. Oui, c'est ça. On la lit. Les données, parce qu'il n'a pas de micro, les données montrent que ce sont plutôt les jeunes qui ont peur de rester seuls et qui cherchent à vivre le confinement dans leur milieu familial. Ceci est assez logique puisqu'ils vivent plus fréquemment seuls dans des appartements réduits. Mais les plus jeunes ont aussi une forte mobilité, voiture, capacité de se déplacer pour aller voir des amis, alors que ce sont surtout les personnes âgées qui sont fortement impactées par la situation car elles rencontrent des problèmes de mobilité, ne peuvent pas se déplacer seules sans aide. Leur quotidien s'enrichit de visites de proches qui s'interdisent de venir les voir pour des questions sanitaires. Il faut donc sans doute bien distinguer la peur de la solitude des jeunes, qui est plutôt une peur de se trouver limité dans leurs déplacements, et le vécu concret de la solitude par les personnes âgées, qui est sans doute beaucoup plus concret. Alors, c'est vrai que dans un questionnaire, c'est compliqué et ça, on peut avoir cette finesse du ressenti souvent dans le qualitatif. Ceci dit, c'est vrai qu'on a beaucoup de commentaires dans la question ouverte de fin. Et moi, je serais un tout petit peu plus quand même nuancée parce que, par exemple, pour les étudiants étrangers qui se retrouvent vraiment alors, dans un petit appart ou bien une chambre d'une CTU seule, ce sentiment de solitude, en tout cas, on a eu des expressions qui étaient quand même vraiment très criantes. Et puis d'un autre côté, du côté des personnes âgées, ce que l'on a, c'est aussi un réseau de voisinage qui est très actif. Donc ça aussi, on le retrouve dans les verbatims. Et voilà, c'est vrai que moi, je ne sais pas, mais à creuser, hein. Merci Laurent, on creusera. Il y a aussi le fait de pouvoir dire avoir peur d'être seul ou pas. Il y a peut-être aussi ce biais-là qui intervient ici. En tout cas, voilà, les jeunes expliquaient clairement, j'avais peur d'être seule, de me retrouver seule pendant plusieurs semaines. Je ne me sentais pas à me retrouver seule. Donc voilà, c'est ce genre de formulation. Donc ça, ce sont les jeunes qui formulent les choses de cette manière-là. Dominique, faisait une remarque. Cet aspect des amis est important car j'ai l'impression que des vieux amis presque oubliés se sont à nouveau manifestés et ont repris contact.
Oui, tout à fait d'accord, mais aussi des parents, des membres de la parenté avec qui on n'a pas tellement de lien habituellement ou qu'on voit une fois de temps en temps, une fête de famille tous les 2, 3 ans et qui se sont manifestés également. Donc ça, on va avoir des données très précises dès que cette immense question sur les liens de parenté sera traitée. Je ne sais pas si vous avez fait le questionnaire, mais beaucoup ont été un petit peu surpris par notre besoin d'avoir des éléments très précis sur les membres de la parenté. Sur la question qu'on a relayée tout de suite de Dominique, je voulais être sûr qu'on l'avait bien comprise, parce que quand Dominique parle de la comparaison entre régions rurales et régions urbaines, comme elle travaille sur la façon dont nos systèmes immunitaires peuvent être différents quand on vit dans une ferme et quand on vit ailleurs, je me demande si ce qu'elle veut dire, c'est pas seulement la question de savoir comment les gens se sont déplacés éventuellement de la ville à la campagne, mais si dans des régions plus rurales, les solidarités familiales, par exemple, avaient pu prendre une configuration différente de régions moins rurales. Peut-être que c'est ça qu'elle a en tête. Alors ça, on le sait, hein, pour avoir fait d'autres études sur ces questions, des études plus qualitatives, le réseau de relations en zone rurale fonctionne, voisinage, et également souvent membre de la parenté. D'ailleurs, nous sommes dans des régions, alors c'est vrai que notre échantillon, il touche toute la France, hein, mais bien sûr, il y a eu quand même beaucoup de monde en Franche-Comté qui a répondu, et on est dans des régions où la parenté est très dense, hein, dans les villages, hein, donc, elle fonctionne. Ceci dit, il ne faut pas non plus faire de l'idéalisme, et elle fonctionne s'il y a de la réciprocité, c'est-à-dire que c'est une circulation, hein, c'est du don contre don, etc. Donc, oui, mais comme on le disait tout à l'heure, on est vraiment un petit peu désolé. Il faudra qu'on revienne parce que dès qu'on a en fait cette immense question qui n'est pas traitée, et on pourra vous répondre précisément sur ce réseau de relations, comment il a fonctionné, pour qui, zone rurale, urbaine, catégorie sociale, niveau de diplôme, etc. Ce sera traité. Je peux vous assurer qu'une enquête par questionnaire avec 49 questions et, comme disait Véronica, 1000 variables pour le traiter. Et nous sommes deux en fait. Et là, depuis septembre, on enseigne, on fait tout autre chose, mais on ne traite plus notre base de données. J'avais envie de relayer une question qui vient de la présentation que nous a fait Pierre Ancet. Oui. Pierre Ancet, qui travaille avec un groupe de jeunes femmes autistes, est venu nous dire aussi le bonheur éprouvé par une grande partie d'entre elles dans le confinement. Et il utilisait ça pour appuyer l'idée que l'autisme ne serait pas, comment dire, que les souffrances liées à l'autisme seraient, comment dire, extrinsèques, dans la mesure où le confinement a suffi à prouver que voilà, l'autiste ne souffre pas de l'autisme, mais il souffre de la société. Et dans les verbatims qu'il nous confiait, il y avait l'idée que disparaissait un certain nombre de nuisances qui allaient depuis les signaux sonores trop forts, mais la difficulté, toutes les interactions sociales qui exigent beaucoup d'interprétation et qui sont difficiles à décoder et qui épuisent les autistes, la réduction de la communication à des canaux comme l'écrit qui sont plus faciles encore à interpréter. Bref, toute une gamme de choses qui rendaient la vie beaucoup plus simple. Et donc, puisqu'on s'était dit en écoutant Pierre Ancet, on se demandait si on pouvait apprendre, si les autistes pouvaient nous apprendre à mieux vivre le confinement, je me demandais si parce que vous avez aussi parlé d'un certain bonheur, alors vous avez bien dit que les choses étaient inégales, que la solitude était inégalement partagée, mais chez ceux qui l'ont bien vécu, en disant qu'ils avaient notamment eu des relations meilleures avec les proches, je me demandais si dans les raisons même qualitatives qu'on vous a données à cette définition du bonheur, on pourrait la comparer, ou au contraire la différencier avec ce qu'on dit des autistes à Pierre Ancet. Peut-être que des gens qui ne sont pas des autistes ont pu ressentir aussi un certain soulagement. Mais vous aviez l'air d'insister plutôt sur la qualité des relations.
des éléments sur le fait d'être à la campagne. On a quand même beaucoup de personnes qui disent on est parti pour être dans un lieu où il y avait de la verdure, où il y avait un terrain, etc. Alors, ça paraît une évidence, hein, mais en même temps, c'était bien pour aller dans des lieux peut-être calmes. On a des personnes qui nous disent, ben oui, je suis au calme, tout se passe très bien. En effet, moi, je crois vraiment qu'il y a eu une qualité de vie que certains ont souligné. Maintenant, c'est vrai que notre objectif n'était pas forcément de mettre au jour ce ressenti du confinement, mais on voit bien, nous, voilà, notre objectif, c'était les relations, et le fait déjà que les relations soient bonnes à l'intérieur du foyer, ça Voire montre améliorer. aussi, pardon, Voire améliorer. voire améliorer. Donc ça montre aussi un souci de l'autre peut-être qui s'est manifesté pendant ce confinement, et un plaisir à être à être chez soi avec des autres. Moi, je pense à un commentaire d'une femme qui disait que pendant le confinement, les relations avec son conjoint sont devenues plus harmonieuses et donc c'est le questionnaire qui était passé à la fin du confinement et ils étaient en train de concrétiser un projet de création d'entreprise ensemble. Voilà, par exemple. On a une question de Pangola25 qui nous demande, oui, vous avez évoqué des personnes handicapées, il s'agit probablement de personnes vivant en domicile, avez-vous des données plus précises sur celles-ci? On n'a pas eu accès aux institutions, malheureusement. Non, et il faut savoir qu'on n'avait pas, ouais, c'était très compliqué, on ne pouvait pas poser des questions précises de santé, etc. C'est la législation. Donc non, pas de données précises. Okay. Patrick nous dit que même sans être à sa connaissance autiste, le recul et la tranquillité offertes par le confinement étaient grave plaisants. Qui dit les côtés ressentis positifs du confinement nous apprennent quelque chose sur la pression ressentie par notre monde cultivant performance, compétition, surconsommation, rendre la sobriété heureuse. C'est vrai que moi j'ai entendu des universitaires dire qu'on l'avait quasiment, alors sauf pour ceux qui se sont épuisés dans les cours à distance, mais d'autres disaient qu'ils avaient retrouvé leur métier comme il devrait être. Certains nous ont dit qu'ils avaient écrit un livre, par exemple. Donc, bon, et puis c'était des universitaires. Mm. Ils ont eu le temps. Mais j'ai entendu aussi des gens dire qu'ils avaient été surpris que leurs enfants soient des gens avec qui ils puissent prendre plaisir à passer autant de temps. Je le formule bizarrement, mais cette quasi-surprise à avoir pris du plaisir à être 24 heures sur 24 avec ses enfants, qui pouvait sembler une perspective inquiétante au début, et que ça soit une raison de trouver du plaisir à ces relations familiales peut-être améliorées, comme disait Valérie. Oui, ça montre que les relations familiales restent un point d'ancrage, hein, quand même. Mais il ne faudrait pas qu'on soit non plus trop idéaliste, hein, parce qu'on a toute une partie d'ailleurs à approfondir, c'est la question de ceux qui travaillaient. Hein. Parce que là, on voit et c'est pour ça qu'il faut qu'on approfondisse entre ces relations, parce qu'il y a quand même un pourcentage de relations en tension. Hein. Donc, il faut qu'on voit pourquoi ces relations en tension. Est-ce que c'est lié à la question des travaux domestiques et travail professionnel en même temps? Donc ça, on en a quelques éléments dans les verbatim, mais il faut qu'on arrive à croiser activité pendant le confinement et relations, et ça on peut le faire. Et puis aussi, on en a qui disent que c'était vraiment très compliqué parce qu'ils étaient tout le temps, notamment les soignants, et on en a qui nous ont répondu quand même s'ils avaient peu de temps, et ils étaient tout le temps dehors, tout le temps partis, enfin c'était aussi, voilà, donc on a un pourcentage qu'il faut qu'on traite et voir voyez, faire la corrélation entre ces activités et la qualité des relations. Et avec l'âge des enfants qui sont à la maison. Voilà. Parce qu'ils sont adultes à la maison et les enfants avec qui il faut faire école à la maison, ce n'est pas exactement la même situation.
Donc là, voilà, on a les données, mais il nous faut un tout petit peu plus de temps pour les traiter. Et Patrick Giraudot dit que ça dépend aussi tout à fait des revenus. Pour ceux qui ont commencé à avoir moins de revenus, et on le voit dans les étudiants qui n'ont pas pu être accueillis chez leurs parents, et bien qui commençaient à ne plus avoir de subsides pour vivre. Hein. Et donc là, il y avait l'université a réagi à un certain moment parce qu'il y avait des étudiants étrangers qui étaient vraiment dans une très très grande difficulté, même pour se nourrir en fait, hein, au bout d'un mois, un mois et demi. Oui, dans les étudiants étrangers, je pense qu'on a... Je me souviens qu'au début, un des étudiants de master a tout de suite dit je ne pourrais pas suivre du tout parce que travaillant dans des entrepôts pour Casino et donc parmi les travailleurs essentiels, ils ont eu quasiment voilà, des journées de travail plus longues imposées. Les deux, je me souviens de la classe de M1 qui ont dit ça, c'était celui-ci et un autre qui n'était pas étranger mais qui était lui volontaire pour l'armée du salut. Donc qui a disparu du radar aussi, de façon de plonger dans une activité très différente. Tout à fait. Je raconte des anecdotes, mais je ne vois pas de petites mains bleues. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez nous ajouter que vous n'avez pas eu le temps de... C'est vrai qu'on est allé assez vite sur la fin parce que j'avais l'impression... Que je remette la diapo ? Trop de temps. Je suis dessus. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Hein. Vous savez, si les personnes n'ont pas trop de questions, c'est pas très grave. Hein. On pourra vous réinterroger quand vous aurez tout dépouillé. C'est ça, hein, c'est que là, on ne peut pas avoir toutes les réponses à tout. Hein. Au fur et à mesure qu'on dépouille, on se rend compte aussi de ce que l'on aurait dû faire, etc. Hein. Un questionnaire. Alors moi, je ne suis pas une grande habituée des questionnaires. Hein. Moi, je suis plutôt, je fais du qualitatif et donc j'ai beaucoup appris avec Véronica, parce que Véronica est plus quantitativiste et qualitativiste. Donc c'est très intéressant, c'est une façon de faire qui demande en amont énormément de travail parce que chaque question doit être réfléchie, il faut faire attention à sa formulation, il faut faire des hypothèses avant de les faire. C'est un travail vraiment très 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 minutieux, très intéressant, mais qui à la fin est quand même un petit peu... Moi il y a certains points qui me frustrent un peu. À la fin, on est très très content parce qu'on a des chiffres et on a l'impression d'une certaine... C'est plus significatif que quand on fait 30 entretiens, quoi, hein. Ça nous semble plus significatif, mais en fait, ensuite, on voit bien que les logiques, il faut aller du côté des questions ouvertes pour les comprendre. Hein. Je ne sais pas si c'est ce que tu en penses. Non, mais après, voilà, on est à la fois la période était assez propice parce que les gens étaient vraiment, je suis d'accord avec Virginie, qu'ils étaient plutôt dans leur propre interrogation. Et en fait, notre questionnaire, il tombait à pic à ce moment-là. Donc, du coup, c'était ça qui expliquerait pour moi cet intérêt pour le questionnaire. Mais effectivement, donc déjà, on avait l'AM Survey qui nous a obligés de couper la première fois le questionnaire. Et en fait, après, on s'est rendu compte que finalement, la connexion ne suivait pas non plus parce que les réseaux étaient surchargés. Et à ce moment-là, on a dû réduire encore une fois le questionnaire pour l'alléger et le rendre un peu moins gourmand en termes de connexion. Voilà. Après, chose dont on se rend compte, c'est que voilà, il ne faut pas que le questionnaire soit trop long parce que sinon les enquêtés fatiguent, s'ennuient, abandonnent. Mais quand on commence à interroger les gens sur la famille, la parenté, si la famille est petite, ça va très vite. Mais si c'est une grande famille, ça prend très très longtemps. Donc voilà, donc tout ça en fait c'est le résultat de beaucoup de compromis entre ce qu'on voulait et ce qu'on aurait voulu et ce qu'on a pu faire. Mais effectivement, voilà, faut qu'on dépouille aussi les entretiens parce que ça vient compléter un certain nombre de choses. Ou pareil, on peut retrouver
on peut retrouver des configurations assez originales. Par exemple, moi, j'ai interviewé une jeune femme qui, elle est en fin de licence. Et donc, elle était confinée avec son petit ami dans une autre région, dans une région rurale, pour le coup, partant d'une grande ville. Donc, elle était confinée avec son petit ami chez les parents de ce petit ami. Et vers la fin du confinement, c'est sa mère qui devait venir les rejoindre. Donc, ça faisait un couple en cours d'installation avec 3 parents réunis. Voilà, donc. Mais ce que tu dis, Véronica, est d'autant plus important qu'il y a eu une dynamique pendant ce confinement. Hein. Une dynamique, les gens ont bougé, on l'a vu, pas énormément, mais quand même, ils ont bougé. Et ça, on a pu un tout petit peu le saisir avec le questionnaire, mais pas complètement. Et les relations ont également bougé. Mais vous voyez, un questionnaire, c'est intenté. Donc, à un temps T, la personne répond. Il aurait fallu que la personne réponde au 15 avril et à nouveau au 10 mai, puisque le 10 mai, on a continué à. Enfin, c'est la dernière date où ils pouvaient encore répondre. Donc, c'est vrai que c'est une photographie à un temps T. Donc, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Mais c'est vrai que sur la parenté, on voulait être très précis. Et en même temps, il y a un moment, par exemple, sur les oncles et tantes. Parce que ce qui nous intéressait, c'est de voir est-ce que la parenté élargie a été quand même activée. Déjà, est-ce qu'elle est active en temps normal, ne serait-ce qu'un coup de fil, une visite, etc. Et est-ce que pendant le confinement, elle a été activée d'autant plus ou pas? Bon, une fois que vous avez écrit oncle 1, oncle 2 ou 3, ça pose une vraie question de comment on désigne en fait les membres de la parenté. Donc pour nous, des anthropologues, socio-anthropologues de la parenté, ça a été très 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 intéressant, rien que de construire les questions. Ça nous a renvoyé à nos propres difficultés aussi. Hein. Et donc dans certains verbatims, certains disent oui, mais on n'a pas pu mettre tout le monde. Et puis d'autres, lorsqu'ils ont répondu, on dit mais attendez, c'était trop long, c'était impossible de répondre sur toute cette famille. Donc voilà, ce qui m'a moi beaucoup intéressée, c'est que la famille en France est encore très extensive et à la fois, elle peut être petite, ça peut être voilà juste un frère, une sœur ou même pas, ou juste un parent, grand-parent. Et puis elle peut être très extensive. Et ça, c'est quelque chose que l'on va traiter, que l'on publiera. Parce qu'on s'intéresse à ces questions-là aussi, en dehors même du confinement, et on aura des données. Merci. Je regarde si non, il n'y a pas de petites mains bleues. Ça veut dire qu'ils sont tous satisfaits. Nous sommes à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, donc nous pourrions nous diriger vers la fin de la séance. Peut-être qu'en disant que on prend rendez-vous avec toutes les questions que vous avez posées. On aura, bien sûr, alors on aura Pascal qui viendra parler en décembre. Et puis, on aura aussi Didier Truchot qui présentera les résultats d'une enquête sur l'influence du confinement sur la santé physiologique et psychologique chez les étudiants, qui croisera peut-être, on pourra, et puis si vous êtes, si vous êtes présent aussi présente à sa présentation, avec un dépouillement plus avancé encore de votre enquête, ça nourrira peut-être la discussion, regard croisé entre sociologie et psychologie. Tout à fait. Personne n'a de dernières questions, de dernières curiosités pour la route? Alors, je vous propose qu'on remercie Merci. Véronica. Merci pour votre invitation. Et la prochaine fois, nous allons repartir du côté du laboratoire avec Didier Bonpang, qui nous parlera des pandémies et endémies vues d'Afrique dans le contexte